orientale, on a les montagnes, les chaînes de montagnes de Bniznessen. Et puis vers Jrada aussi, les montagnes de Jrada ou les montagnes d'Oujda. Et puis il y a les hauts plateaux. Donc pour ceux qui intéressent les grottes, si on a beaucoup d'affleurements calcaires ou bien de dolomie, c'est l'affleurement qui permet le phénomène de karstification, la formation de ces grottes. Ici, donc on n'est pas loin d'Oujda, vous avez vu qu'on a mis, ça fait 60 km en direction vers le nord. Et on a ces montagnes-là de Bniznessen, alors elles appartiennent à la chaîne Kérifane. Ce que vous allez voir devant vous, c'est une autre formation, ce sont des travertins. Alors si vous regardez en face de vous, il y a les terrains secondaires, jurassiques et autres, ils sont stratifiés. Et on les a datés avec le contenu fossilifère. Donc il y a beaucoup de thèses qui ont été faites ici sur les ammonites et d'autres. Donc vous regardez l'aspect stratifié, et ça c'est le terrain calcaire, marneux, calcaire dolomitique du secondaire. La mer, ça c'est une formation continentale. Devant vous, en face de la grotte, c'est une formation marine. Donc on trouve les indices de la stratification et les indices de fossiles qu'on trouve. Donc ça, et ça c'est formé pendant le Quaternaire. Ah bon. On a des dates, surtout pour les calcites et la formation. Alors ici, là, en bas, vous avez les formations tertiaires. Donc déjà, en bas, vous avez les formations tertiaires, secondaires, pardon, et le quaternaire. Alors il manque le tertiaire. Alors tertiaire, on ne sait pas où est-ce qu'il est, mais là, le quaternaire, et c'est fait par le phénomène de karstification. Donc il faut faire les coupes et chercher où est-ce qu'il est passé. Peut-être un manque d'affleurement, je ne sais pas. Donc, mais on a, ça c'est, le calcite, c'est un très bon outil pour dater. Et ça, donc la karstification, elle a creusé la grotte. Donc on aura la chance de monter, voir de près. Donc ça vous donne une idée générale de ce patrimoine, la grotte. Alors les gens appellent ça Ifri Anzar. Anzar en amazir, c'est la pluie. Quand il y a la pluie, ça s'est formé, donc il arrive. Mais il y avait, après on a changé la grotte, le nom on l'appelait la grotte des pigeons. Pour vous dire que c'est un médecin vétérinaire, médecin qui a signalé l'existence de traces. Parce que quand on monte, on trouve, quand il y a la pluie, tout ça, il y a des fragments ou des restes, des éclats. On peut trouver même en montant, surtout du silex, un silex très caractéristique. On appelle ça silex caramélisé, donc il a un peu comme cette couleur. Et on le trouve même en bas de la grotte. Et il a signalé, c'est en 1908, c'est un docteur Pinchon qui l'a signalé. Alors, la plupart des fouilles et des recherches se faisaient dans le Maroc atlantique. Donc, il y avait l'abbé Roche, il y avait d'autres qui ont commencé aussi la fouille. Mais la principale fouille, c'est l'abbé Jean Roche. Parce qu'il a fait, avant, ils ont fait un sondage pour vérifier est-ce que c'est vraiment, ça vaut le coup de fouiller. Donc, ils sont tombés sur des niveaux très très riches en industrie, et c'est une des grottes les plus riches du point de vue restes humains. 180 individus, wow. 500 000 pièces et des tonnes de restes d'animaux qui ont servi pour la bouffe. Donc ça a une richesse, et on va remarquer que l'animal le plus abondant ici, c'est le mouflon. Donc il y avait une étude archéologique pour répartir une liste, j'ai oublié de vous la donner, peut-être elle est dans vous avez un petit résumé qui est dans le book abstract. Donc ça, c'est une liste très variée, mais le mouflon, c'est l'animal le plus chassé et le plus abondant qu'on trouve dans la grotte. Et on trouve même des cornes de mouflon associées avec des sépultures. Est-ce que l'abondance de l'animal au mouflon, parce qu'il y avait l'animal abondant, parce que lui il aime bien les milieux escarpés, il aime bien les montagnes, et les autorités, les eaux et forêts, ils n'ont rien planté l'animal, ils ont ramené 4 ou 5 têtes, maintenant on est à 400,
Ça, ils trouvent leur milieu de prédilection, donc ils sont très abondants. Mais il y a beaucoup de gazelles, il y a des rhinocéros, il y a des carnivores, donc toute une liste qu'on trouve dans les listes typiques de ce type de gisement. Donc une richesse incroyable, mais le mouflon, il est signalé comme l'espèce là, Aouded, un mouflon à manchette, il est très abondant. Donc on va essayer de monter jusqu'à la grotte et on essaiera aussi de rentrer. Si vous avez des questions. Nous, ce qui nous intéresse, c'est des grottes avec un remplissage, avec un registre. Parce qu'il y a des grottes, mais qui ne sont pas habitées. Nous, ce qui nous intéresse, c'est celle-là, avec un remplissage. Alors, et pour que l'homme puisse s'installer, il lui faut aussi une source d'eau. Donc, parmi les conditions principales, et là, ce n'est pas l'eau qui manque ici. Donc, c'est une région très riche, il y a même donc, des sources partout, il y avait même une ici, ils l'ont dévié, les cascades, tout ça, donc ils l'ont dévié vers le parking pour mais ça, et les traces de l'eau, comme vous voyez, cette formation est faite à partir de l'eau, surtout de cette eau de cascade et tout ça. C'est une grotte avec beaucoup de galeries, et comme on a dit, donc il était signalé. Ça, c'est, regardez la vue panoramique. Donc, les hommes préhistoriques, ils choisissent des endroits très privilégiés pour y habiter. Et vu l'importance de la grotte, même les militaires, à l'époque de la colonisation française, ils ont habité aussi la grotte ici. C'est pour chasser ou les militants ou les combattants Mokawama. Alors, comment on peut prouver leur existence ? C'est comme l'existence de l'homme préhistorique, ils ont laissé des traces. Alors cette grotte, merci. Donc comme c'est marqué, Ifrionza, comme on a dit. Alors les premières fouilles signalées, donc le monsieur qui a découvert, on a dit c'est un docteur Pinchon, est fouillé par Ruhlmann. Alors je cherchais ce monsieur. Ruhlmann, c'était le premier dans les années 40. Il a fait un sondage. Donc, celui que vous voyez derrière vous, c'est ça, les premiers sondages qui ont été effectués par Ruhlmann avant la Béroche. Et M. Ruhlmann, là, il y a eu un accident, il a disparu. Et donc, c'est M. Labéroche qui a repris. Donc, lui, il travaillait à Rabat. Et la plupart des fouilles se faisaient, comme on a dit, dans Rabat, Casablanca. Et il a appelé, il a vu l'importance du gisement, il est venu et s'est installé ici. Il y a une petite baraque là, et c'est son labo. Et puis dans le village où il habitait. Donc il a vidé la grotte, si vous voulez. Regardez le niveau. Là on est au niveau du remplissage. Donc là où il y a les bâches, le sommet des bâches noires. Donc ça remplit jusqu'à là. Vous pouvez voir les traces où ça allait les sédiments. Donc là où vous êtes, on saurait combler. Donc regardez la masse volumique de ce qui a été vidé. Mais à l'époque, donc il y avait, comme on a dit, 180 individus. Il y avait aussi une dizaine d'individus qui ont été récupérés durant les dernières fouilles, parce qu'il y avait la Béroche et puis il y avait aussi Jean-Pierre Raynal. Et dernièrement, c'est l'équipe de l'INSAP dirigée par M. Bouzougar et Nick Barton de l'Oxford, qui ont repris, pas vraiment des fouilles, mais de datation, de repères chronologiques, mais aussi des fouilles. Regardez ici, on commence aussi à voir. Donc, les niveaux que vous voyez, donc voilà la pellicule dont on a parlé. Regardez, donc la stratie, elle s'effondre. Donc, il y a tous ces niveaux-là. Regardez, il continue en biseau.
Donc à peu près, vous estimez la profondeur, 4 mètres, 3 mètres, et après là-bas, ça diminue. Et ce sont des niveaux ibéro-mauriciens. Donc nous, on a néolithique, ibéro-mauricien. Ibéro-mauricien, pourquoi il s'appelle ça ibéro-mauricien? Il y a le terme ibéro et mauricien. Donc on a cru que ces niveaux contiennent des industries qui ont des ressemblances avec la péninsule ibérique et la partie nord, donc de la partie nord-africaine, partie mauritanique. Mais maintenant, ça n'a pas beaucoup de sens, mais ils ont gardé la terminologie pour garder encore savoir de quoi ils parlent. Alors il y a, vous voyez, il y a des études micromorphologiques et tout ça, c'est un trace de foyer. Et il y a l'accumulation si vous regardez, vous pouvez trouver même des outils et des traces. Il y a beaucoup d'escargots, donc c'est une escargotière, on peut dire, ce niveau-là est très riche en escargots. Donc ils ont mangé beaucoup d'escargots malgré qu'il y avait une faune très riche. Donc ils aimaient les cargolades là. Donc là, c'est le menu très varié. Et là, c'est là qu'on a trouvé les sépultures. Donc au fond, là où il y a les bâches bleues, c'est là qu'il y a le cimetière. Alors ça, c'est une grotte cimetière. Donc pourquoi? Parce qu'il y avait l'enterrement dans un endroit bien précis. Alors quand on fouille, vous connaissez, on essaye de faire les carroyages et définir où est-ce qu'il est l'atelier, où est-ce qu'il est la cuisine, où est-ce qu'il est salle à manger et tout ça. Alors là, au fond, c'était un cimetière. Alors dans le cimetière, il y avait des sépultures entières, bien conservées, et le sédiment, ils sont en très bon état de conservation. Alors il y avait des enfants, toutes des populations. Donc vous imaginez 200 on va dire, parce qu'avec les nouvelles fouilles, 200 individus, pas des squelettes, c'est des individus. Parce qu'on peut trouver une dent, on peut attribuer un individu, c'est les différents des autres. Donc ça, et un matériel extraordinaire, donc c'est qui a permis le classement de cette grotte parmi le patrimoine national. Alors là, c'était traces de foyer, mais nous on fait quand on a des sédiments, on se demande qui a ramené quoi dans la grotte. Est-ce que c'est l'homme qui a ramené tous ces sédiments, ou bien un autre apport éolien, ou fluvial, donc de l'ouest, ou quelque chose comme ça. Donc il y a des études qui se sont faites, et c'est avéré qu'il y a une part de l'homme et puis une part d'autres apports. Donc même le vent, il peut apporter apport éolien de ces sédiments. Alors vous voyez que c'est beaucoup de feu, mais est-ce qu'ils ont un effet sur ce que vous voyez? La question qui a été posée, est-ce que c'est ce que vous voyez en noir, c'est l'effet du feu qu'ont allumé les hommes préhistoriques? Pas tout à fait, parce qu'on trouve des endroits comme ça ailleurs où il n'y avait pas une occupation humaine. Donc ça peut-être a contribué, mais ce n'est pas à l'origine. Donc il y a des manganèses, des lichens et tout ça, donc d'autres phénomènes qui ont fait ça. Mais ça ne peut pas interdire que l'homme a contribué à ça. Donc voilà, ces niveaux, c'est là qu'on a trouvé des restes humains au fond. Donc ça c'est important. Ça c'est le niveau ibéro-mauricien. Ce qui m'intéresse, comme je vous ai dit, c'est ça le remplissage pour nous. C'est ça la boîte noire. Donc c'est ça le registre. Et c'est comme un livre, il y a des couches, il y a 25 couches que l'abbé Roche avait identifiées. Et chaque couche, on trouve, ça nous permet de suivre, pour les paléontologues et les archéologues, c'est important d'avoir un remplissage profond pour suivre l'évolution. Déjà que les espèces, est-ce que c'est les espèces qui ont existé au sommet, c'est les mêmes qu'en bas et tout ça. Donc ça, c'est l'analyse des faunes et de l'industrie. Est-ce qu'il y a l'industrie, c'est avéré que les niveaux, qu'on a dit là, le néolithique est absent, mais ces niveaux, c'est ibéro-mauricien. On trouve des lamelles à dos, des outils, peut-être que vous avez fait attention au musée, où on trouve ces outils typiques que les spécialistes qualifient d'ibéro-mauricien. Et en bas, ce qui est un peu marron, jaunâtre, consolidé, c'est l'attérien, moustérien. Alors on appelle ça paléolithique moyen parce qu'on n'arrive pas exactement, même la limite, à délimiter les civilisations. Donc ça c'est important parce qu'on a plusieurs civilisations qui se sont succédées ici dans cette grotte. Une des caractéristiques importantes de cette grotte, nous on l'utilise comme pédagogique, comme on a dit, on fait venir des étudiants, c'est une école de fouilles et d'études et tout ça. Les niveaux que vous voyez, ils se sont très consolidés et c'est attérien et moustérien.
même si on n'a pas trouvé nos Néandertal, mais on continue à appeler moustériens les outils qui ressemblent, je ne vais pas rentrer dans les détails, on trouve des outils typiques, le Valois, je ne sais pas quoi d'autre, mais en caractéristique du moustérien. Là au Maroc, le moustérien, soit à Jebel Iroud, soit ici, soit à Genfouda, soit au Rafas. Donc il n'y a pas l'homme Néandertal, mais il y a l'équivalent, l'homme sapiens archaïque. Alors ça, si vous avez des questions, il y a une dame spécialiste, il y a plusieurs dames spécialistes.